Alors on y va. Démonstration. Donc, démo. Transformer de Lorentz. Ok. Alors, on va repartir des deux postulats qu'on a fait en section 1 de la relativité restreinte. Donc, on en a deux. On a que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel galiléen et que il n'y a pas si on change de référentiel, les lois de la physique sont les mêmes. Okay. Je vais commencer par faire une hypothèse supplémentaire qui est justifiée qui est justifiable de manière propre, de manière rigoureuse, mais que je ne vais pas justifier de manière propre et rigoureuse. Je vais juste donner des éléments de pourquoi on a envie que ça marche comme ça. Pourquoi on a envie que ça soit comme ça. On va postuler. On va prendre A et B des réels. A et B dans R. Et on va postuler, en hypothèse. Enfin, c'est plutôt, on cherche des solutions. Plutôt ça. Donc on cherche une relation. On cherche une relation. Une relation entre CT' et X' et CT et X. Donc encore toujours le même schéma. R, X, CT, CT', X' et R'. Donc on a une vitesse V, référentiel R' qui se déplace à une vitesse V par rapport au référentiel R dans la direction X. Voilà. Ok. Et on cherche une relation donc entre CT', X' et CT et X. On sait que cette relation c'est la transformée de Lorentz, mais bon, on la cherche, c'est la démonstration. On la cherche à la forme, on la cherche de la forme. Alors, on va chercher la forme CT', X'. On va dire A CT plus B X et AX plus B CT. Donc si je le réécris de manière matricielle, pour ceux qui savent déjà faire ça, ça va être CT' et X' égale à A, B, X, CT, ok. Pourquoi ? C'est une hypothèse que je fais. A priori, c'est pas forcément vrai, et je veux dire, a priori, les solutions n'ont pas forcément cette tête. Mais pourquoi on a on a l'intuition que ça peut avoir cette tête ? Qu'est-ce qui nous pousse à poser ça plutôt ? C'est l'invariance de la vitesse de la lumière. Donc on sait que la vitesse de la lumière dans le vide est invariante, et on va prendre un objet qui va se déplacer, un objet plutôt, un laser, quelque chose, un photon qui se déplace à la vitesse de la lumière. Donc, on veut que dans X' et dans R' et dans R, un objet qui se déplace à la vitesse de la lumière se déplace à la même vitesse, avec la vitesse de la lumière. Donc, invariance de C. L'invariance de C, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ça veut dire que X' moins CT', bah donc, si X' moins CT', si c'est un objet qui se déplace à la vitesse de la lumière, on veut que ça soit égal à 0. Mais on veut aussi donc que... on sait aussi, enfin si je réinjecte, parce que mon hypothèse là-dedans, ça veut dire que donc ça va être A, donc c'est X' AX plus BCT, moins ACT plus BX, ACT plus BX, ok. Là, si je réorganise un petit peu les termes, on obtient que AX moins CT, A, donc là je le factorise par A, plus, je vais mettre moins même, plus moins BX moins CT, moins BX moins CT. Et pourquoi c'est cohérent de faire cette hypothèse
d'un système qui a cette tête-là, c'est que ici, cette quantité-ci c'est égal à 0, cette quantité-ci c'est égal à 0, donc tout ça c'est égal à 0. Donc 0 égale 0, on est content, donc on est content en fait, c'est bête à dire, mais on veut que notre transformé garde la vitesse de la lumière invariante par changement référentiel galiléen, donc qu'on soit dans R', x moins ct' égale à 0, ou qu'on soit dans R, x moins ct doit valoir 0. Et une manière de garantir ça, c'est de poser un système qui est cette. Une autre raison, c'est que c'est plus simple pour la résolution. Mais voilà. Donc ce qu'on cherche à faire à présent, c'est à déterminer les coefficients A et B, qui sont, je le rappelle, des réels, hein, c'est pas des matrices ou ce genre de choses. Les coefficients A et B qui relient x', ct', A, x, ct. Une petite remarque avant tout, c'est que A et B dépendent a priori de V, donc ils sont des fonctions de V, mais ça n'a pas grande importance, c'est juste qu'on va le montrer. Ok. Maintenant, je vais considérer les origines de mes référentiels. Notamment, je vais considérer l'origine du référentiel R', que je vais noter O'. Alors, cette origine de R', on va l'étudier. Donc, dans le référentiel R', l'origine de O', de R', pardon, donc x' de O', x' de O', c'est la mesure de l'origine dans le référentiel R'. L'origine de R' dans le référentiel R'. Donc, par définition, c'est égal à 0. Si on mesure le 0 dans le référentiel, sur l'origine, dans le référentiel, on définit que c'est l'origine, il n'y a pas énormément à discuter. Maintenant, comme on sait que le référentiel R' se déplace à la vitesse V par rapport à le référentiel R, on sait que dans R, dans x O', dans R, donc là je me place, pour le prime, je me place dans R', et s'il n'y a pas de prime, je me place dans R, ça va être égal à Vt. La vitesse se déplace par rapport à la vitesse V dans le référentiel T. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Je te reviens injecter dans une équation. Il y en a une des deux qui va bien. Ok. Bon, en fait, les deux vont bien. Parfait. Ça, qu'est-ce que ça nous implique? Ça nous implique que, donc si je prends x' égale à 0, je vais utiliser cette deuxième équation-ci. Ça nous implique que 0, c'est égal à x plus bct. Ok. Si x, j'ai dit que x, donc x', si on veut vraiment faire les choses bien, x' c'est égal à vt. Donc ça nous dit que a vt est égal à plus bct égal à 0. Donc par hypothèse. C'est-à-dire que, je réécris, je décale ici, ça veut dire que a v plus b c, je factorise par t, égale à 0. Donc pour tout t, donc ça c'est vrai pour tout t, c'est ça qui est ça. Pour tout instant t, on a cette relation-là qui est. Donc si on trace, donc on voit que c'est une droite. Si on trace AV plus BC en fonction de t, donc si je trace AV plus BC en fonction de t, toutes ces quantités-là, elles ne dépendent pas de t. On suppose une vitesse constante dans le temps, donc elles ne dépendent pas de t. A, c'est une constante qui dépend de la vitesse, mais ça ne dépend pas de t. Tout ça, ça ne dépend pas de t. Et on voit que c'est censé être une droite. C'est censé être une droite de coefficient directeur AV plus BC. Or, c'est une droite qui vaut 0 pour tout t. Donc pour tout t, on a quelque chose qui est là. Donc ça veut dire que le coefficient directeur de la droite, on peut le dire facilement, c'est égal à 0. Sauf que le coefficient directeur de la droite, c'est cette quantité-ci. Donc ça veut dire que cette quantité-ci, cette constante-ci, constante du temps, c'est égal à 0. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, pour tout t, AV plus BC égale à 0. Et ça implique aussi que
Que quoi? Je vais écrire B, j'imagine. Je vérifie, pardon. Ouais, c'est ça. Je vais écrire que B égale à moins V sur C A. Ok. C'est bien, on trouve déjà une relation entre A et B, ça nous élimine une inconnue, et il va rester qu'une seule inconnue. Et je vais faire en sorte que cette inconnue soit A. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je vais garder quelques trucs, je vais garder ça, et je vais garder mon système. Ok, je garde mon système parce que justement je vais réécrire ce système. Je vais pas garder le système. Je vais réécrire. Je vais réécrire mon système en remplaçant B par moins V sur CA. Donc le système d'équation, je veux dire, le système d'équation va devenir CT' va être égal à, donc ça va être égal à A, CT. Donc c'était plus B X, mais donc plus B X c'est égal à moins V sur C A X, et je vais factoriser par A. Et je ne vais pas factoriser par A, je vais réécrire directement. Donc ça va être moins V sur C, A, X. Ok. De même, X', ça va être égal à A, X, moins V sur C, C, T. Pas fait. Ah, merci. Ce qui serait écrit aussi de manière assez un peu plus lisible. Enfin, je vais juste factoriser par A, hein. Je vais réécrire ça comme c'était prime égal à A, CT plus moins V sur C, X, et X' égale à A, X moins V sur C, CT. Je simplifie pas volontairement. Je vais me permettre d'effacer ici, je vais me permettre d'effacer aussi en bas. Ok, pas mal. Donc on a utilisé un postulat pour arriver à là, c'est le postulat de l'invariance de la vitesse de la lumière par changement de référentiel galiléen. Et donc on va en utiliser un deuxième. Le deuxième, on en a deux, il faut bien en utiliser un autre. Et le deuxième, c'est que, j'ai effacé un C, hein. Balle perdue. Et on va utiliser l'autre. Donc l'autre postulat. Donc l'autre postulat, ça nous dit que les lois de la physique, donc c'est le principe de relativité de Galilée, qui nous dit que les lois de la physique sont équivalentes dans le référentiel R que dans le référentiel R'. Ce que ça nous dit plus concrètement ici, ça veut dire que le coefficient qui va être là, A, ne va pas dépendre de si on se place du référentiel, de si on veut faire une transformation du référentiel R' vers le référentiel R, ou du référentiel R vers le référentiel R'. C'est-à-dire que ce A, ça va être le même. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que le principe du référentiel de Galilée nous dit. Donc ça nous dit aussi, ça implique, principe de relativité. Ça implique qu'on peut trouver une relation entre x, entre CTx et CT'X', donc des coordonnées dans le référentiel R par rapport aux coordonnées dans le référentiel R', on peut les trouver par une transformée qui va être similaire, qui va être reliée par le même coefficient A que quand on cherche les coordonnées de R' dans le référentiel R. Il y a juste quelque chose qui va changer ici, évidemment, c'est que si le référentiel R' avance à la vitesse V par rapport au référentiel R, ça veut dire que le référentiel R avance à la vitesse moins V par rapport au référentiel R'. C'est ça, c'est un équivalent. Ici, ça va être la même chose. Ce que ça veut dire ici, c'est-à-dire que je peux écrire les coordonnées dans le référentiel R, ça c'est, comme il n'y a pas de prime, c'est les coordonnées dans le référentiel R, je peux les écrire comme A, c'est le même A que le A aussi, au-dessus, c'est des primes, ici ça va être un prime étant donné qu'on est, on les exprime en fonction des coordonnées dans le référentiel R',
Et ici, plus B sur Cx. Alors ici, pourquoi c'est un plus? C'est un plus parce que donc c'est cette histoire de si je me déplace par rapport à la vitesse V dans le référentiel, de si le référentiel R' se déplace à la vitesse V dans le référentiel R, c'est-à-dire que le référentiel R se déplace à la vitesse moins V par rapport au référentiel R'. C'est juste, soit je translate ça par rapport à ça, soit je translate lui par rapport à ça. Donc c'est juste un signe qui change. Et ici, de la même manière, X plus B sur C, c'est et donc ça, c'est vraiment, faut vraiment comprendre que le fait que ça soit le même coefficient A, c'est de ça que vient, ça vient du fait que de ce principe de relativité qui nous dit que les lois de la physique sont les mêmes dans les différents référentiels, dans le champ référentiel linéaire. Pas de question, ça va? Non, c'est bon. Ok. Et ben on va calculer A, donc il nous reste que ça à faire. Pour calculer A, pour calculer A, on va considérer que x ou x prime, pas ce qui est le plus simple. Je vous fais la démo que je trouve la plus, c'est x pardon, que je trouve la plus, l'une des démos que je trouve les plus simples. Il y a des problèmes de prime, il y a plein de problèmes de prime. Il n'y a que des primes ici. Ouais. Comment? Réinjecter? Si, c'est ce que je vais faire. Il y a pas de... Je mets juste un petit temps de... Ça fait 2h30 que j'y suis, là. Ok. On dit quoi? On dit que x... Bah donc x, par définition, c'est A, x' plus V sur C, C, T'. Le V sur C, je vais le réécrire bêta, étant donné que je définis bêta égale V sur C. Donc là, je me permets de juste mettre un bêta ici. C'est pour ça que je n'ai pas simplifié le C, pour faire apparaître bêta. Ok, donc AX' plus B c'était T'. Et là, je réinjecte l'équation que j'avais pour X'. Donc X', ça va être AX moins bêta CT plus B. Et donc le CT, j'injecte l'équation que j'avais pour CT'. Bêta, pardon, là d'ailleurs, c'est un bêta. Hein. Bêta, c'est T moins V sur CX. Ok. Alors, on y va. Alors, on remarque, normalement. Ouais, on remarque bien. Donc là, on va avoir un terme en A, bêta, CT, en distribuant, même en A carré. Le terme en A, bêta, CT, moins A bêta CT, il va simplifier avec le terme en plus A plus bêta ACT, plus A bêta CT. Donc ces deux termes-ci, celui-là et celui-là, ils vont s'annuler. À faire. Ok. Je vais mettre bêta ici. Je vais garder mes notations cohérentes. Ok. Ok. Et donc si je réécris ça, ça veut dire que A carré, c'est égal à 1 moins bêta carré, la diagonale, fois x. Et ça, c'est sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que ça, je vais pouvoir simplifier par x. Je pose x non nul. Il suffit de se passer en x epsilon s. Et donc, ça nous dit que a carré 1 moins bêta carré, c'est égal à 1. Et donc, ça veut dire que a égale à 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Et ça, c'est égal à gamma. C'est ce qu'on avait défini comme étant gamma. Il y a un plus ou moins, mais on prend gamma positif. Il y a un plus ou moins quand on prend la racine. Ici, ça pose assez peu d'importance. Ouais. Ok, et donc si on réécrit, je vais le réécrire à droite, j'ai un peu de place. Si on réécrit notre système avec tout ce qu'il faut, ça nous dit que CT' égale à gamma CT moins bêta x, et que x' égale à gamma c moins bêta c t, et ça c'est la transformation.
On est content. Je suis encadré en rouge. Pas de rouge. Pas de rouge. Bah, pas du tout. Ok. Ça va? Ah si, il y avait du rouge là. J'ai mis 10. Question. Pouce. Attends. Question ou pouce? Juste, d'où vient le terme bêta X? J'arrive pas à voir. Ok. Alors, oui. Le terme bêta X. Ah, mais c'est bien changé. Parce que t'as changé le V sur C en bêta. Ouais, à chaque fois je remplace le. Donc ici je peux le réécrire. Tous les V sur C, je les remplace par des bêta. Ici. Enfin, en passant de là à là, je change des V sur C en des bêta. Je peux le faire directement. V sur C qui est là, je vais le faire directement. V sur C qui est là, je vais l'appeler bêta. Et, ah oui, il y a une question. La question c'est peut-être. Enfin, j'ai pas compris la question, c'est peut-être. Pourquoi on appelle ça bêta? Enfin, en fait, on définit la variable bêta comme étant. Enfin, entre là et ici, on définit bêta égale V sur C. C'est bon? Ouais. D'autres questions, ça va. Est-ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'on veut s'arrêter. Vous voulez vous arrêter? Pour toi, pour nous, pour eux. Comme vous voulez. Alors, soit je peux vous. Alors, j'ai encore deux choses que je peux vous. Alors, je vais faire une petite conclusion un peu sympa après. Je peux vous faire un dernier truc où vous êtes fatigué. Pouce ou un pour continuer. Alors, je vous explique ce que le dernier truc que je voudrais vous faire. En fait, je vais vous montrer que la vitesse de la lumière est dans le vide, c'est la plus grande vitesse qu'on peut avoir. Je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2 personnes. T'as pas le droit. Non, la régie n'a pas le droit de mettre un. Il y a que des 1. Il n'y a que des 1? Non, mais il y a 2 personnes sur 10. Pourquoi il y a plus de gens? Les viewership remontent et les gens mettent des 1, hein. Je crois que c'était obligé. Je vais pas partir, c'est mon réseau. Eh oui, on a une régisseuse qui râle qu'on continue. Comment? Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui veulent continuer? On continue alors. Ok, donc la dernière. Bon, du coup, je vais peut-être pas te montrer la transformée de la contraction des longueurs. Bon, vous avez tous les outils pour le faire. C'est pas facile, mais il y a plein de démos sur internet qui existent de correction. Il faut juste prendre bien la transformée de Lorentz, bien définir ses événements, c'est ça le plus important, et ça marche. Maintenant, ce que je vais vous montrer de manière rapide, c'est plus rapide que la transformée de Lorentz, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est la vitesse la plus grande qu'on puisse atteindre si deux événements sont corrélés. En respectant ici un rapport causal entre deux événements. Et après, on s'en ira. Je fais une rapide conclusion, petite ouverture sympa. Rien de. Ouais. On est combien là? Combien? Non, pas mal. Ok. Je ne vous ai pas présenté, en fait. Tout s'en fout. Ok. Ok. Démo 2, du coup. Démo. Vitesse de la lumière, vitesse maximale. Je vais appeler simplement vitesse max. On va supposer qu'on a deux événements qui sont... Alors, déjà, on va prendre un autre postulat. On va prendre un autre postulat qui est un postulat de la physique qui est un peu similaire au postulat de la relativité, qui n'est pas dans les postulats fondamentaux de la relativité restreinte, mais c'est un postulat qui est très solide, qui s'appelle le principe de causalité. Et c'est solide dans le sens où, comment dire, c'est un des postulats les plus solides qu'on ait en physique, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des gens bien plus compétents que moi qui le disent. C'est le principe de causalité. Donc le principe de causalité, ce qu'il nous dit, c'est que la cause précède l'effet. C'est ça la manière la plus simple qu'on a de décrire le principe de causalité. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui engendre un autre effet et qui a une conséquence, qui a un effet sur autre chose ou sur soi-même,
cette cause va toujours précéder l'effet. La cause physique va toujours précéder l'effet. Donc je vais le résumer très simplement en la cause précède l'effet. C'est la manière la plus naturelle d'introduire. Ok, ça c'est le principe de causalité. Ce principe de causalité, ce qu'il nous dit donc, c'est que si on a un événement A, donc événement A, qui engendre, comment je peux mettre, qui est la cause d'un événement B, cause, et qu'on note TA et TB, les temps dans un référentiel R entre A et B, la durée entre A et B, ça veut dire que delta T, donc c'était TB moins 1, est supérieur strict à 0. Supérieur strict, supérieur ou égal, supérieur strict ou supérieur ou égal. Je pense que ça joue pas, ça va pas vraiment causer d'importance, ça va pas vraiment être important. Pourquoi je parle de ça? Ça c'est vrai dans un référentiel R, mais pour respecter le principe de causalité, que la cause précède l'effet, ça doit être vrai dans tout référentiel. C'est-à-dire que si je me déplace, il me faut un truc causal. Donc si je prends ma craie, je lâche la craie, elle tombe. C'est parce que j'ai lâché la craie qu'elle tombe. Donc la craie tombe avant, après, la craie tombe après que je l'ai lâchée, dans le référentiel du laboratoire. Maintenant, si je me déplace à une vitesse V, s'il y a un train qui passe à une vitesse V et qui me voit lâcher la craie, dans tous les référentiels, on va voir que la craie est lâchée avant qu'elle tombe. Il n'y a pas un référentiel un peu funky où la craie va tomber avant que je la lâche. C'est naturel, mais c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire que si on a delta T', dans un référentiel R' en translation par rapport à référentiel R, on a delta T' qui sera supérieur ou égal à 0. Donc, delta T. Pourquoi je parle de ça? Parce que maintenant, on va utiliser la transformée de Lorentz. On va supposer... Alors, on suppose que... On suppose que la relation causale, l'information, c'est plutôt ça, l'information se propage plus vite que C. Ok. Si on imagine un observateur sur une planète et un observateur sur une autre planète, ils se mettent d'accord lorsque le premier envoie une information au deuxième, je peux le faire, il envoie une information au deuxième, A et B, alors, je sais pas, il envoie l'information et le B doit faire une action, doit réaliser une action lorsqu'il reçoit l'information. On va supposer que cette information va se propager plus vite que C, c'est-à-dire que B va pouvoir avoir accès au signal de déclenchement de A plus vite que la lumière, plus vite que la vitesse de la lumière. Donc l'événement B engendré par B va se produire plus... Enfin, ouais. Ce que ça veut dire que la vitesse de propagation de l'information, qui est égale à delta x fois delta t, est supérieure stricte à c. C'est ça que ça veut dire. Donc delta x, c'est ce qui sépare les deux événements, la cause et l'effet. C'est vraiment parce que A a envoyé une information que B déclenche quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation causale. Et si on suppose ça, qu'est-ce qui se passe? On va écrire simplement la transformation de Lorentz. Donc on sait que C delta T' égale à quoi? Égale à gamma fois C delta T moins bêta fois delta x. Okay. Là, je me place dans un référentiel quelconque, c'est-à-dire un référentiel qui est en translation à la vitesse v par rapport au référentiel où A et B sont statiques, mais le bêta que je mets ici,
a priori quelconque. Quelconque à choisir. À choisir. À choisir, c'est-à-dire je peux le choisir comme j'ai envie. Ce que ça nous dit, si je choisis notamment, si je choisis un bêta, si bêta, alors, si bêta, je le choisis tel que, alors il faut faire attention, un petit peu attention ici, c'est delta t. En fait, je vais choisir bêta de telle sorte à ce que cette quantité-ci va être négative. Et je vais montrer que je peux choisir un bêta. Donc, ça, c'est pas d'interrogation. Hein. Je vais montrer que je peux choisir un bêta. Pour un bêta bien choisi, cette quantité-ci va être négative. Et alors, comment je peux choisir ce bêta? Par exemple, bon, on va faire un cas simple d'abord. Si on veut que cette quantité-ci soit... Bah, déjà, si bêta est nul, la vitesse est nulle. Si on se place dans le référentiel des planètes, par exemple. Si bêta est nul, ce terme-là, il est nul. On retrouve le gamma ct, gamma égale 1 d'ailleurs, mais on retrouve delta t' égale delta t. Et donc, tout ça est positif. Delta t' est positif. Maintenant, si on accélère un peu, on choisit un bêta un peu plus grand, alors on remarque que cette quantité-ci va décroître. Étant donné que delta x est positif, on suppose positif. On voit que cette quantité-ci va décroître. À un moment donné, elle va être égale à 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0 si bêta. Donc si bêta, c'est c delta t sur x, sur delta x. Vous voyez, simplement parce que si bêta égale à ça, on va avoir les delta x vont simplifier, et on va avoir c delta t moins c delta t, donc ça va être égal à 0. Et donc si on choisit bêta qui est plus grand que c delta t sur x, sur delta x, alors cette quantité-ci, on va bien avoir que c delta t' inférieur strict à 0. Donc le c, je peux l'enlever, étant donné que c'est une constante. Donc delta t' est inférieur à 0. Et ça, c'est important. Bon, et on a aussi bêta plus petit que 1. Plus petit strictement que 1, étant donné qu'on a supposé que la vitesse était plus rapide. La vitesse de propagation de l'information était plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc bêta plus petit que 1, ça veut dire qu'on n'est pas dans un référentiel, on est dans un référentiel assez classique, dans le sens où on ne va pas plus vite que la lumière nous-mêmes. Donc on peut trouver un référentiel, si on suppose que l'information se propage à une vitesse plus vite que la lumière, on peut trouver un référentiel galiléen qui se propage à une vitesse constante plus petite que la lumière, dans lequel on a que delta t' est inférieur strict à 0. Or, ça va en directe contradiction avec le principe qui est le principe de causalité qui fait que si on est dans ce référentiel-là, on voit que B déclenche l'événement qu'il devait déclencher avant que A ne lui envoie l'information. Donc ça, c'est absurde. Ça contredit le principe de causalité. Donc ça veut dire que si on obtient quelque chose d'absurde, ça veut dire que l'une des hypothèses qu'on a faites est fausse. Et donc, comme on dit que cette hypothèse, on veut qu'elle soit vraie, ça veut dire que cette hypothèse-là, je vais la souligner, cette hypothèse-là est fausse. Et donc, comme cette hypothèse-là est fausse, ça veut dire... Donc ça, c'est faux. Hein. Ça veut dire que toute information causale, information dans le sens où tout événement qui engendre un autre événement se déplace à une vitesse plus petite que c. Et alors ça a des grandes implications, notamment vous avez peut-être déjà entendu parler d'intrication quantique, dans lesquelles on a deux particules qui se communiquent entre guillemets à des vitesses a priori arbitraires, sauf qu'en principe, en réalité, ça ne contredit pas ça. Ça ne contredit pas le principe de causalité. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de, c'est pas une des particules qui prend un état parce que fondamentalement l'autre a pris cet état, mais c'est
Ça respecte le principe de causalité. Mais, de manière générale, une information ne peut pas se déplacer, a priori, à une vitesse plus grande que c. Voilà, donc la vitesse de la lumière dans le vide est la plus grande vitesse à laquelle l'information peut se déplacer. Sympa quand même comme résultat. Alors qu'on n'a pas utilisé non plus. En fait, tout ce que j'ai utilisé, je vous l'ai démontré, sinon c'était des postulats. Donc on n'utilise pas des choses fondamentalement très compliquées. Oui, en 2 heures, 3 heures, on peut obtenir ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui demande de confirmer donc, quelle est la valeur de bêta? Quelles sont les valeurs possibles? Les valeurs possibles pour bêta, c'est quelconque. Bêta, on le choisit plus petit que 1 en pratique. Plus petit que. Oui. Ouais, ce que tu as montré. Oui, c'est ça. Oui, on montre que bêta est plus petit que 1. Que bêta est plus petit que. Oui, c'est ça. C'est pour un référentiel. Enfin, pour un référentiel qui est associé à un objet ou à une information réelle, bêta est forcément plus petit que 1. Je pense que c'est la question. Ok. Et si bêta vaut 0? Si bêta égale 0 dans cette formule, donc si bêta égale à 0 dans cette formule, enfin en fait, bêta égale 0, ça veut juste dire que V égale à 0, ça veut juste dire qu'on se situe dans le référentiel R. C'est-à-dire que R' égale R, c'est le même référentiel, étant donné qu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse entre les deux. Ça va? Bon, conclusion. Conclusion, dodo. Ok. Je me permets d'effacer. Pour conclure sur quelque chose qui... Je vais garder ça. Non, ça va pas? Ok. Conclusion de ces durs là-dedans. Pour conclure, donc je vous ai présenté pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que vous en retiendrez, au moins ça a pu vous éveiller votre culture scientifique et vous donner envie de faire de la relativité. Ce serait déjà une bonne chose. Mais une petite conclusion qui est plus une ouverture qu'un récap de ce que j'ai fait. Je vous dis que toute information se déplace entre guillemets plus rapidement que c. Toute information se déplace forcément plus à des vitesses plus petites que c justement. Maintenant, on va imaginer une expérience de pensée plus qu'une expérience réelle évidemment. On va imaginer que donc là, il y a le Soleil, il y a la Terre qui tourne autour du Soleil. Et on va imaginer, sous une force appliquée à la Terre, donc si je note mt, la masse de la Terre, mta égale à moins g mt ms sur r carré, ur, où mt la masse de la Terre, ms la masse du Soleil. Donc ça c'est un instant t. Un instant t, on a ça. Terre qui tourne autour du Soleil. En ce moment, c'est un bon t, par exemple. Et on imagine là, d'un coup, sans préavis, que le Soleil disparaisse. D'un coup, c'est très peu physique, mais le Soleil disparaît. D'un coup, on retire le Soleil. Donc on a un point. Il n'y a plus rien du coup. Et il y a la Terre qui avait auparavant une orbite circulaire autour du Soleil. Donc la Terre elle faisait vraiment quelque chose comme ça. Et maintenant, à l'instant t plus dt, donc avec dt aussi petit que je veux, arbitraire, alors les équations du mouvement de la Terre, donc mt, at, il n'y a plus de force qui s'exerce sur la Terre, il n'y a plus la gravité parce qu'il n'y a plus le Soleil. Il y a la gravité des autres planètes, mais on va supposer juste ce cas-ci pour l'instant. Enfin, pour l'instant, que ce cas-ci. Donc la Terre, elle a une accélération nulle. Et donc une accélération nulle, elle a une vitesse constante, et donc elle va tout droit. Elle s'en va dans l'espace, elle fait une droite, trajectoire rectifiée. Bon. Là où je veux insister, le point sur lequel je veux insister, c'est que si on arrive, si le Soleil disparaît d'un coup, voilà, expérience de pensée, c'est-à-dire que t plus delta t, ça va être aussi petit que je veux. Notamment, donc on peut imaginer que si le Soleil disparaît, d'un seul coup, instantanément, la Terre va aller en ligne droite. Sauf que on imagine qu'il y a un scientifique fou qui se dit si un jour je mesure que la Terre va en ligne droite, je déclenche, je sais pas quoi, je fais quelque chose, je prends le goûter, je sais pas, je fais n'importe quoi, il est tard. Mais voilà.
Et donc, instantanément, donc paf, le soleil disparaît, il se dit c'est mon moment, il mesure instantanément que la Terre est en ligne droite, étant donné que le soleil vient de disparaître, et donc il prend le goûter. Bon, et ça, c'est en contradiction avec ceci. Parce que ça veut dire que instantanément, il a eu l'information que, que le soleil avait disparu, donc qu'il n'y avait plus de soleil au centre du système solaire. Instantanément, sans lumière, sans lumière qui se déplace, juste parce qu'il a fait une expérience sur Terre. Et donc ça, c'est faux. Parce que je vous ai montré que ça, c'était vrai, donc forcément, ce raisonnement est faux. Bon, outre le fait que le soleil ne peut pas disparaître d'un seul coup, ça, c'est pas vrai. Et donc ça, ce que ça veut dire aussi, une implication comme ça veut dire que la gravité se déplace elle aussi à une vitesse finie. Il n'y a pas que la lumière qui se déplace à une vitesse finie, mais la gravité aussi se déplace à une vitesse finie. Et donc, en fait, on continuerait de tourner, si le soleil disparaissait, on continuerait de tourner autour du soleil comme s'il était encore là, pendant à peu près 8 minutes, 9 minutes, le temps que la gravité nous arrive, elle se déplace à la vitesse c, bon, il faudrait le montrer, voilà. Le temps que la gravité arrive vers nous et nous dise, ben voilà, il n'y a plus de soleil, simplement. Donc, la gravitation se déplace. Alors, je mets un implique, mais à vitesse phi. Je mets un implique, mais bon, voilà, il y a des choses à dire. Donc, ce qu'on montre ici, c'est que la théorie de la relativité restreinte, dans une certaine expérience de pensée, est assez incompatible avec les théories de gravitation newtoniennes, ici, donc c'est la formule de Newton que j'utilise, avec des théories de gravitation newtoniennes, classiques de seconde, de première peut-être. Et donc, si on veut rendre ça compatible, il nous faut une nouvelle théorie de la gravitation, et ça, c'est la relativité générale. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne sais pas s'il y a encore des courageux qui sont restés jusqu'au bout, c'est vrai, oui. Voilà, c'était pour la petite conclusion. Merci à la régie d'être resté si longtemps. Merci à vous d'être resté si longtemps. C'est pas facile. Et voilà, c'est bien d'avoir des gens intéressés. C'est toujours sympa. Merci. C'est gentil. Et voilà, je vous invite à vous renseigner davantage. Alors, donc il y a Poly qui existe, qui est sympa, qui permet d'avoir différentes sources, qui introduit un peu au quadrivecteur et au diagramme de Minkowski de manière un peu plus, pas rigoureuse, mais de manière un peu plus développée. Et non, et sinon voilà, j'espère que ça vous a donné un peu envie de faire de la relativité et que vous en sortirez avec des choses en plus qu'il y a 3 heures. Merci beaucoup.